Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé physique mais aussi de votre santé mentale en vous partageant toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles et à l'approche globale des troubles de santé comme l'aspect psychologique et émotionnel. Après avoir eu les réponses à mes questions, j'ai souhaité partager avec vous mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle interview. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on accueille Sabrina qui est spécialiste en TDAH et également tout ce qui va toucher autour de la maternité comme le burn-out maternel. Donc c'est un sujet qui est passionnant et je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes, y compris si vous êtes sans enfants, ça peut peut-être aider des personnes de votre entourage, mais également si vous n'avez pas d'enfants spécialement avec un TDA ou un TDAH, le burn-out maternel c'est quelque chose qui peut toucher toutes les mamans. Donc vraiment je vous encourage vivement à l'écouter, à le partager aux mamans autour de vous pour, je l'espère, les aider à prendre soin de leur santé, de leur bien-être et de pouvoir vivre au mieux du coup leur maternité. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si l'épisode vous a plu, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Comme d'habitude, vous choisissez la plateforme de votre choix. Moi, l'essentiel, c'est de pouvoir lire vos retours qui me font d'ailleurs toujours très chaud au cœur. Donc merci infiniment aux personnes qui prennent le temps de le faire et qui m'aident ainsi à soutenir mon travail. Donc encore merci. Et puis quant à moi, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sabrina et bienvenue sur le podcast. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui pour un super sujet qu'on va aborder ensemble. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît et aussi nous en dire un petit peu plus sur ton parcours ? Bonjour Marina, merci à toi de m'avoir proposé de venir. Alors écoute, moi je suis naturopathe. Spécialisée dans le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'accompagne les mamans qui ont des enfants diagnostiqués de ce trouble. Et en fait, c'est une reconversion, hein. J'ai moi-même été la maman d'un enfant avec ce trouble-là. Et c'est ce qui m'a conduit finalement à devenir quelque part experte du sujet malgré moi. Et ensuite, je me suis formée à la naturopathie. Et donc, j'ai lancé mon activité il y a quelques années maintenant, ce qui me permet de pouvoir transmettre à la fois mon expérience de maman, mais aussi mes compétences de naturopathe aux mamans qui sont souvent en souffrance avec leur enfant. Super. Et justement, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce lien entre naturo et TDAH ? Parce que c'est pas nécessairement... On pense pas forcément à ça quand on va penser à un trouble cognitif comme ça. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Eh bien, tout simplement parce que moi, je faisais déjà de la naturopathie, mais sans me former, si tu veux, parce que mon fils a été contre-indiqué au traitement. Il faut savoir que la seule chose en France, comme une des principales choses en tout cas qu'on propose, c'est un traitement qui est le méthylphénidate, qui est une molécule qui a été longtemps controversée. Maintenant, elle est beaucoup plus acceptée, on va dire, en France. Et en ce qui me concerne, moi, il était de toute façon contre-indiqué. Donc, il fallait que je trouve des solutions naturelles pour l'aider. Mon fils, je n'allais pas le laisser dans cette situation-là. Et donc, c'est comme ça que moi, qui étais dans un domaine qui n'avait rien à voir à la santé, moi, j'étais juriste, j'ai dû essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce que ce trouble, c'est quoi la cause, sur quoi je peux agir, en fait, à mon échelle, moi, de maman, pour essayer d'améliorer sa qualité de vie. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai été amenée à comprendre les liens qu'il y avait entre, si tu veux, l'hygiène de vie et son fonctionnement cognitif. Et c'est comme ça que petit à petit, je faisais du test and learn, parce que moi, je n'étais pas accompagnée. En plus, je te remets ça dans le contexte, c'était en 2008 qu'il a été diagnostiqué. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc, je peux te dire que j'étais dans une très grande solitude, moi et ce trouble-là, dont à l'époque, personne ne parlait, parce qu'aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup, mais à l'époque, personne ne parlait de ça. Quand tu disais à quelqu'un que ton fils a ce trouble-là, on te regardait comme si tu étais un extraterrestre. Donc, c'est tout ce contexte-là qui a fait que j'ai fait du test and learn. Je testais et je voyais les résultats. Je continuais si ça
fonctionné, je changeais, j'essayais autre chose, et jusqu'à ce que finalement, voilà, j'arrive à trouver ce qui lui convenait et ce qui lui permettait finalement d'avoir, voilà, si tu veux, une enfance, on va dire, la plus normale possible. Bah franchement, c'est génial d'avoir mis tout ça en place. Tu peux être fière de toi. Souvent, les mamans, de toute façon, elles se donnent à fond pour leurs enfants. Donc, franchement, c'est top. Est-ce que déjà, tu pourrais nous faire un petit rappel sur ce qu'est justement le TDAH? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, à quoi ça correspond? Alors, c'est un trouble cognitif qui engendre en fait trois symptômes, on va dire primaires, on va dire les plus essentiels. C'est d'abord un trouble de l'attention, hein, donc c'est-à-dire une difficulté à canaliser son attention et à le faire pendant un temps soutenu. Tu vois, ça c'est très compliqué pour quelqu'un qui a un TDAH. Et de ce trouble de l'attention découlent d'autres difficultés qui sont liées à ce qu'on appelle, tu sais, les fonctions exécutives, c'est-à-dire les fonctions liées à la planification, l'organisation, etc., l'anticipation. Tout ça est très compliqué quand on est porteur de ce trouble. Donc ça, c'est le premier point. Les deux autres points, c'est surtout une impulsivité, donc qui va se manifester par le fait que l'enfant ou l'adulte va agir avant de réfléchir, ce qui va évidemment entraîner des conséquences que la personne n'a pas mesurées. Et puis, tu as cette hyperactivité, alors qui n'est pas présente chez tous les enfants, c'est pour ça qu'on met un slash H, tu vois, parce que l'hyperactivité, voilà, quand elle est présente, c'est une hyperactivité souvent motrice dans l'enfance, c'est vraiment ce besoin constant de bouger, vraiment, c'est vraiment physiologique chez eux, ce qui rend très complexe la scolarité, hein, parce qu'évidemment, rester assis pendant 8 heures sur une chaise, c'est juste un enfer pour les gens qui ont ce trouble-là. De toute façon, même déjà, du point de vue, j'ai envie de te dire, la physiologie, tu seras certainement d'accord avec moi, c'est déjà un problème pour tout le monde, mais alors encore plus pour un enfant qui a cette hyperactivité. Et cette hyperactivité, elle peut parfois aussi être verbale, c'est-à-dire des enfants qui vont avoir besoin constamment de parler, parler, parler. Et il y en a d'autres pour qui ça va être mental. C'est-à-dire, tu sais, c'est le petit vélo dans la tête, ça rumine, ça cogite en permanence, et ils n'arrivent pas à trouver, tu vois, de moments de quiétude, en fait, où ils sont apaisés. Voilà un peu les trois symptômes. Et il y a aussi un autre point fondamental qui découle aussi, hein, de ces symptômes-là, c'est la dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire la difficulté à gérer ses émotions. Chez eux, tout prend des proportions en fait énormes. Les sens sont hyper activés, tu vois, il y a cette hypersensibilité qu'on retrouve beaucoup. Et donc, plus, si tu veux, les sens sont sollicités, plus ils sont stimulés, et plus ça devient compliqué pour eux de gérer en fait ce qui se passe autour d'eux, de gérer l'environnement, de gérer la colère, la frustration. Donc c'est comme toutes ces difficultés-là qui sont réunies chez des enfants qui ont ce trouble. Et le diagnostic est purement médical, hein. Ça se fait soit auprès d'un neurologue, soit un pédopsychiatre pour les enfants. Et c'est vrai que, alors après, ça reste un diagnostic clinique, hein. Il y a pas de, c'est pas avec des examens, si tu veux, particuliers. C'est vraiment en fonction de l'historique, etc., et des différents troubles qui apparaissent. Les troubles que je t'ai décrits doivent apparaître dans les différentes sphères de la vie, tu vois. Puisque, en fin de compte, la manière dont ils sont, voilà, ça peut altérer les relations aussi sociales, les relations aussi familiales, intrafamiliales. Il y a plein de choses, en fait, hein, qui vont tourner autour de toutes les sphères, finalement, de la vie de l'enfant. Et donc, oui, c'est un diagnostic clinique, hein, qui se fait effectivement en milieu médical. Il y a aussi des services spécialisés dans certains hôpitaux. Mais voilà, ce que je trouve très dommage, c'est qu'on ne propose rien d'autre à part le traitement et quelques thérapies cognitivo-comportementales, alors qu'en réalité, il y a plein, plein de choses à faire, et c'est ça que j'essaye, moi, de transmettre. Et justement, du coup, pour les parents et notamment les mères, parce qu'effectivement, tu t'intéresses aussi beaucoup au burn-out maternel, est-ce que pour toi, ça va être lié aux enfants TDAA ou TDAH ou pas nécessairement? Alors, c'est vrai que c'est pas une obligation. C'est vrai que moi, je suis spécialisée dans ce trouble, donc je le vois plus en rapport avec ça. Mais en réalité, ça touche aussi plein d'autres mamans pour plusieurs facteurs, hein, mais notamment le fait que il faut quand même savoir que statistiquement, 71% des tâches domestiques reviennent aux femmes, hein. C'est quand même un vrai problème. On est quand même encore en 2023, et aujourd'hui, on est quand même, voilà, les femmes à porter majoritairement ce poids-là, hein, des responsabilités, tout en assumant la trois quarts du temps les mêmes responsabilités à l'extérieur, hein. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, ils peuvent concerner toutes les mamans. Mais alors, a fortiori, quand tu as un enfant différent, hein. Alors, ce que je dis, moi, parce que je m'intéresse à ces enfants-là, mais ce serait valable pour les enfants qui ont n'importe quelle différence, hein, qu'elle soit cognitive ou même physique, hein, tu vois. Mais moi, tu sais, j'ai appelé les mamans qui ont un enfant TDAH, je les appelle les mamans de haut niveau.
J'avais fait une publication sur ce sujet-là qui avait réagi. En tout cas, les mamans étaient contentes, ça leur parlait. Parce que, à l'image tu vois, d'un sportif de la semaine, on va dire, ou du dimanche, comme toi et moi, ou comme d'autres personnes, tu vois, un sportif de haut niveau, il a un stress et il a une répercussion du sport qu'il effectue sur son corps physique et sur son corps, on va dire, émotionnel et psychique, qui n'a rien à voir, en fait, qui est hyper intense, tu vois. Et ben, c'est la même chose entre une maman, on va dire, qui a un enfant, entre guillemets, qui rentre dans la norme, dans ce qu'on attend d'un enfant, et un enfant qui a ce trouble cognitif, parce que son fonctionnement est tellement différent qu'il vient perturber cette norme, si tu veux, et qui va venir gêner le système au final, et que bah, finalement, voilà, très peu de choses seront mises en place bah, pour l'accepter comme il est. Donc la charge de ces mamans-là, elle est juste énormissime. C'est une charge qui dure 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elles n'ont jamais de répit. Et surtout, elles sont totalement incomprises et pas aidées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me révolte parce que je suis passée par tout ça. J'ai moi-même fait un burn-out maternel. Hein, et je trouve que vraiment, c'est terrible ce qui se passe pour ces mamans qui concernent quand même 5% des enfants. Donc, on estime qu'il y a à peu près un enfant par classe qui est concerné. Donc, si tu vois, à l'échelle de toutes les écoles qui existent, ça fait quand même beaucoup de mamans qui sont concernées par cette difficulté-là. Alors, sans compter les mamans qui ont des enfants avec des troubles du spectre autistique, hein, c'est souvent aussi une thématique que je rencontre qui se croisent. Tu as beaucoup d'enfants TDAH qui ont à la fois un TSA et des enfants TSA qui ont aussi un petit peu de TDAH aussi. Et donc, ben, pour ces mamans-là, c'est vraiment un challenge quotidien qui est surhumain, en fait, j'ai envie de te dire. C'est une mission surhumaine. Bah ça j'imagine bien parce que déjà je pense le simple fait d'être maman ça doit être déjà très énergivore mais quand tu rajoutes en plus effectivement une différence quelle qu'elle soit et qui peut s'avérer être un peu plus compliquée à vivre en fait et à gérer au quotidien que lorsqu'on est face à un enfant qui on va dire bon j'aime pas trop le mot mais tu vois dans la normalité on va dire qui est le plus répandu en tout cas c'est vrai que c'est compliqué d'entendre qu'aujourd'hui, tu as des mamans qui sont dans des situations, au final, à s'épuiser parce qu'il n'y a pas d'aide, comme tu l'as dit, à côté. Et que aujourd'hui, de manière générale, de toute façon, les femmes ont effectivement une charge mentale, ça je le dis régulièrement, mais qui est juste énormissime parce que encore l'époque où, admettons, les femmes ne travaillaient pas, elles étaient donc tout le temps à la maison, elles pouvaient s'occuper des enfants et tout, et effectivement c'était on va dire les pères souvent qui ramenaient de quoi vivre. Mais aujourd'hui, la société dans laquelle on vit fait que pour la très grande majorité, un salaire est très loin de suffire. Il en faut au moins deux. Donc la mère ou la femme travaille également. Et on se retrouve, du coup, les femmes avec bah, ça à gérer, plus en général, comme tu l'as dit, toute la partie du foyer. Et donc, que ce soit avec ou sans enfant, mais effectivement, il y a toute cette partie-là à gérer. C'est juste pas vivable quoi. Enfin, on n'est pas fait pour supporter autant. Donc oui, je comprends que ça puisse mener beaucoup de femmes au burn-out maternel. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des symptômes de ce burn-out spécifique pour voilà, en savoir un petit peu plus et que les personnes peut-être peuvent se reconnaître ou reconnaître quelqu'un dans leur entourage qui potentiellement pourrait être à ce stade, quoi. Alors, tu as notamment la fatigue chronique, qui est la première chose qui est vraiment la plus visible, on va dire. C'est les femmes te décrivent, tu vois, un état de fatigue intense, mais qui se répète constamment, en fait. Hein. C'est une fatigue qui, tous les jours, qui est là, qui est présente, et qui rend le quotidien d'autant plus, en fait, difficile, hein, puisque bah, plus tu te fatigues, plus tu t'épuises, moins tu as les ressources pour faire face. Hein. Et le problème, c'est que les défis, eux, par contre, ils diminuent pas en intensité, d'où la complexité. Tu as aussi une instabilité émotionnelle avec aussi beaucoup de variations d'humeur, d'irritabilité, tu vois, et d'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est des femmes qui ont tellement tout donné ben, que finalement, elles en arrivent à un moment donné où elles ne supportent plus rien. Tu vois, supporter quelque chose de basique, en fait, ce qui est le comportement, on va dire, normal d'un enfant, hein, parce qu'un enfant, c'est comme un être en construction, il n'est pas fini. Hein. Donc, logiquement, il va faire des choses qui sont, bah, pour l'adulte, complètement, voilà, pénibles, parce qu'il va faire du bruit, parce qu'il va sauter, parce qu'il va casser, parce que, etc., tout ce qu'un enfant peut faire. Eh bien, ces choses qui, en apparence, sont banales pour un enfant, va devenir très vite ingérable pour la maman, et en lien avec cet épuisement, en fin de compte.
Après, tu as aussi les douleurs, bien sûr, ça va te manifester par les douleurs au niveau dorsal, au niveau des cervicales, tu vois, une difficulté aussi au niveau des troubles du sommeil. Hein, ça va être des mamans qui, en fait, vont cogiter H24, hein, parce que comme toute la journée, elles sont confrontées à des critiques, à des retours négatifs de l'école, de l'environnement, de la famille, parfois des proches qui ne comprennent pas la situation parce que ils ne sont pas confrontés eux-mêmes, eh bien, dans la tête, ça tourne sans arrêt. De toute façon, la qualité, j'ai envie de te dire, de ton sommeil, elle est comme à l'image de la qualité de ta journée. Hein. C'est clair que plus tu as une journée complexe, plus ça va être difficile de trouver quand même un sommeil reposant. Hein. Donc pour ces femmes-là, forcément, elles vont mal dormir. Et donc, qui dit qu'elles vont mal dormir, rebelote le lendemain une fatigue supplémentaire. Tu vois un petit peu la spirale. Après, tu as aussi la perte totale de plaisir. C'est-à-dire qu'elles sont dans un mode mécanique, quoi. C'est je me réveille, j'emmène les enfants déjeuner, je les emmène à l'école, je les recherche, mais vraiment dans un mode vraiment automatique. Vraiment, tu es en pilotage automatique. Il n'y a aucun plaisir dans tout ça. Ça rend même la relation, en fait, délétère, en fait, hein, parce que l'enfant, il ressent, si tu veux, cette distance émotionnelle que va mettre la maman au bout d'un moment. Et puis, tu vas avoir aussi cette perte de contrôle de soi avec des claques qui vont partir, c'est assez tabou, mais c'est une réalité, hein, que quand tu es épuisé, forcément, tu vas avoir la main plus leste parce que juste, tu n'as plus les ressources, en fait, pour faire face. Et donc, tu vois, ça fait comme une panoplie de symptômes qui rend comme le quotidien hyper complexe, sans compter que il y en a certaines femmes vont aller même vers des addictions, parce que tellement que le quotidien est devenu un enfer pour elles, et d'autres, ça va être tu vois, des compulsions alimentaires, par exemple, qui vont se jeter sur la nourriture sucrée une fois que les enfants sont couchés, tu vois, pour quelque part récupérer de tout ce stress qu'elles ont accumulé tout au long de la journée, et qui est juste monumental, quoi. Voilà un petit peu, on va dire, le tableau, ouais. C'est lourd, hein. Ah ça oui, c'est vrai qu'il y a des points communs au burn-out classique qui pourraient Bien toucher sûr. tout le monde. Mais effectivement, pour en avoir eu des fois à la limite dans mon entourage concernant le burn-out maternel, c'est vrai que y en a qui... Alors, c'est pas qu'elles regrettaient d'avoir eu des enfants, mais que elles en venaient à un stade où vraiment elles ne supportaient plus du tout leur enfant, quoi. Vraiment. Et elles s'en voulaient parce que du coup il y avait une grosse culpabilité par rapport à ça, mais elles étaient tellement épuisées, elles en avaient tellement marre, elles en pouvaient plus, en fait elles se sentaient vraiment complètement démunies. Et du coup c'est vrai que ça doit être très très compliqué parce qu'effectivement il y a ce côté de culpabilité. Et tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est malheureusement, c'est vrai que c'est tabou. On va pas recommander évidemment de taper un enfant, c'est évident. Mais du coup, forcément, entre la raison et des fois, quand c'est juste les nerfs qui sont à bout et qui parlent, c'est difficile d'être raisonnable. Et ça renvoie d'ailleurs aussi à cette histoire du bébé secoué, où au final, c'est tout le temps les mamans qui sont épuisées, en fait. Qui sont épuisées, et d'où c'est pour ça qu'on dit souvent, laissez-le pleurer, sortez de la chambre. Mais vraiment, et vraiment que ça redescende pour éviter ça. Mais c'est dire que des fois, en fait, c'est juste que... En fait, c'est les nerfs qui sont... Ça y est, il n'y a plus rien d'autre que les nerfs. On est sur les nerfs. Donc, ouais. Donc Excuse-moi, et c'est vrai, tu abordes un sujet important, tu parlais de la culpabilité, mais il faut savoir que ça ronge les mamans, ça les ronge littéralement, et plus elles se sentent coupables, tu vois, et plus, en fait, elles vivent leur rôle de mère comme un échec, tu vois, et elles te le disent, hein, moi, elles me le disent en consultation, tu vois, en fait, je suis pas capable d'être une bonne mère. En réalité, c'est pas vrai, c'est juste que, elle est arrivée à un stade d'épuisement qui fait que, mais n'importe qui, finalement, dans sa situation, aurait abouti au même résultat, tu vois. Mais c'est juste que ce poids de la culpabilité, il est énorme, et c'est vrai qu'il n'est pas suffisamment partagé avec les conjoints, parce que tu vois, même quand tu vas à l'école, quand tu regardes à 16h30 qui vient chercher les enfants, c'est quand même 80%, c'est quand même les mamans, tu vois. Donc c'est quand même les mamans qui vont se prendre de front, si tu veux, tous les retours négatifs, cette violence institutionnelle, parce que l'école est très violente avec les mamans qui ont un enfant TDAH, faut le savoir. Après, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, heureusement. L'idée, c'est pas de faire une généralité, mais c'est comme la majorité des cas que je rencontre, et c'est celui aussi auquel j'ai été moi-même confrontée. On m'a fait quand même les pires prédictions apocalyptiques concernant mon fils. Dieu merci, il a déjoué tous leurs pronostics, mais c'est pour te dire à quel point ça te rajoute du stress, parce que on te met dans un état d'anxiété par rapport à l'avenir, on te fait comprendre que puisqu'il n'est pas adapté à l'école, en fait, il va rater sa vie tout court. Et ça, je me bats contre ça, si tu savais, je partage beaucoup sur ces sujets en story, où j'essaye vraiment de sensibiliser les mamans, et ça leur fait énormément de bien de l'entendre. Arrêtez de croire que l'école va rendre vos enfants heureux, en fait.
c'est vraiment ce mythe, tu sais, de l'école, que tout passe par l'école et qu'en gros, tu vas rater ta life si t'as pas été un bon élève, bien studieux, bien assis sagement dans son coin, en fait. Mais non, en fait, il y a une vie aussi en dehors de l'école. Hein, comme dirait Idriss Aberkane, il y a la vie notée et la vie réelle. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et tu sais, ça amène aussi sur un autre tabou que je travaille avec les mamans et qui est vraiment à force de faire des consultations individuelles qui revient souvent, tu vois. C'est que quand tu creuses avec elles, elles te le disent. Et ça te montre à quel point on a été conditionné. C'est le truc de dire, en fait, bah, quand mon fils me ramène, ou ma fille me ramène une mauvaise note à l'école, bah, en fait, je l'aime moins. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'on en arrive même à ce truc où la maman, c'est elle qui se sent notée. Parce que comme dès qu'un enfant va mal, en gros, l'idée, c'est c'est sûrement sa maman qui n'a pas fait le job, hein, parce que c'est comme ça que j'ai souvent entendu, même moi me concernant. Ah oui, mais non, mais c'est parce que, en gros, vous vous retranchez derrière le trouble, mais vous n'avez pas fait votre job d'éducatrice, quoi, tu vois. Alors qu'en réalité, il y a pas une maman qui taffe plus, je pense, qu'une maman qui a un enfant différent, et notamment une maman qui a un enfant qui a ce trouble-là, tu vois. Mais sauf que on ne voit pas les résultats. Donc c'est très très ingrat. C'est-à-dire que toi, t'arrêtes pas, t'es là, t'es en train de mettre le cadre, etc. Mais quoi que tu fasses, vu que derrière ça suit pas, vu qu'il n'y a pas toujours les aménagements nécessaires, eh ben eux voient pas les résultats, alors que toi, t'es au bout de ta vie, que t'as tout donné en fait. Et donc ça, c'est un vrai sujet aussi, où j'explique aux mamans que la relation qu'elles construisent avec leur enfant est beaucoup plus importante que ce qui se passe à l'école. Donc il y a tout un travail, tu vois, de déconstruire ce qu'on leur a mis dans la tête, tu vois. L'idée que, non, mais de toute façon, si tu rates l'école, tu t'en sortiras pas dans la vie, etc. C'est faux, c'est un mensonge institutionnel. Et comme toute institution, elle a intérêt à te faire croire ça, hein, finalement, tu vois. C'est pas pour rien qu'on a empêché les gens de faire l'école à domicile, tu vois. Il y a quand même, voilà, il y a quand même toute une stratégie qui est quand même mise en place. C'est un autre débat, mais enfin, en tous les cas, c'est quand même fortement lié. Donc finalement, on te laisse plus le choix. On t'oblige à mettre tes enfants à l'école, tout en ne te donne pas les moyens, là-bas, de s'adapter, tu vois, à un enfant qui est différent, qui a un fonctionnement cognitif différent. Donc c'est quelque part la double peine. Et quand tu retravailles ça avec les mamans, bah du coup elle te dit, ah bah ça va vachement mieux. Elle me disait, mais purée, mais j'ai relâché la pression par rapport à l'école en fait. Mais t'as trop raison Sabrina, mais en fait, ce qui va construire ton enfant, c'est ce qu'il va lire dans tes yeux à toi en fait. C'est pas ce qu'il va lire dans les yeux de l'enseignante. Et moi, tu sais, quand mon fils était petit, j'avais lu un jour un témoignage, j'étais tombée dessus par hasard, et c'est ça qui avait changé complètement mon rapport avec l'école. C'est que c'était un adulte, et il disait, vous savez, j'ai énormément souffert de ce qui s'est passé à l'école quand j'étais petit, d'entendre sans arrêt les adultes, tu sais, parler de moi en négatif à mes parents. Et c'est très dur pour un enfant, ça. Tu sais, il est tout le temps témoin de cette scène où il entend l'adulte dire « Ah ben votre fils il a fait ci » ou « Votre fille elle a fait ça », etc. C'est comme extrêmement dur pour l'estime de soi. Et il disait « Mais c'était pas le pire ». Il disait « Le pire, c'est quand je rentrais chez moi et que ma mère et mes parents remettaient une couche. » Il disait « Et là, il m'achevait, là, en fait. » Et tu vois, quand il a fait ça, ça m'a donné une claque. Je me suis dit, waouh, mais attends, mais moi aussi, c'est un peu ce que je suis en train de faire là. Je reprends à mon compte ce que disent les enseignants, etc. Mais en fait, eux, ils sont dans leur logique institutionnelle. Ils pensent pas, si tu veux, à l'avenir de mon enfant. La seule personne qui pense réellement à l'avenir de son enfant, c'est la maman, c'est les parents de manière générale. Donc, à un moment donné, c'est se rappeler que c'est ça. Et ce qui va donner à l'enfant, en fait, sa stabilité de futur adulte, c'est ça, en fait. C'est la qualité de la relation qu'il a construite avec ses parents. C'est pas avec l'école que ça se passe à la maison. Donc c'est pour ça que les parents ont un rôle crucial et la maman, bah, a fortiori. Ouais, mais complètement. Et parce qu'au-delà du fonctionnement cognitif, l'école, de manière générale, est fait pour une catégorie d'enfants ou de personnes, en fait. C'est-à-dire que même sans trouble, tu vois, t'as des enfants qui vont être beaucoup plus manuels. T'as des métiers qui sont super importants, qui nous font vivre au quotidien, qu'on pourrait apprendre à l'école, mais non, on n'est que sur de l'intellect, entre guillemets. Et encore, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, autant il y a des choses, oui, qui vont nous servir, culture générale et tout ça, autant il y a des choses, je suis désolée, il y a beaucoup de choses qui nous ont servi à rien au final, à part avoir des notes à la fin de l'année et ça s'arrête là, quoi. Alors que tu vois, quand tu prends l'exemple sur d'autres types d'écoles, bah en fait dans d'autres pays, tu vas voir que c'est pas du tout comme ça, qu'il y a un système qui est complètement, le système scolaire est complètement différent. On laisse la part aussi bien au côté cognitif, intellectuel, mais aussi manuel, parce qu'effectivement il y a des enfants qui sont manuels, tout simplement. Et c'est aussi être intelligent, il n'y a pas que une meilleure forme ou quoi que ce soit. Et ça, c'est effectivement un gros problème. Et donc d'autant plus si l'enfant s'ennuie de par un trouble qu'il peut avoir, ben, c'est encore pire, quoi. Parce que si on le force à faire quelque chose qu'il n'aime pas du tout, alors que si ça se trouve, un enfant, au final, avec un TDAH, pourrait potentiellement être peut-être plus gérable, entre guillemets, plus calme, et on va dire vivre au mieux sa scolarité s'il était
dans une matière qu'il aimait, par exemple. Je dis des bêtises, tu vois, mais comme faire du jardinage ou j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que ça joue aussi le fait de se dire, bah, ouais, en fait, cette matière ne m'intéresse pas. Donc forcément, ton attention, c'est encore pire. Déjà, pour quelqu'un qui a pas de trouble, c'est dur de garder ton attention quand le truc, tu décroches, quoi, si ça te plaît pas. Donc si en plus t'as un trouble, ah bah forcément, ça n'aide pas. Et ça, effectivement, c'est un très très gros sujet. Et effectivement, comme tu l'as dit, en France, c'est particulier. C'est Il y a clair. vraiment des choses qui étaient mises en place à côté par les parents pour aider à ce niveau-là. Aujourd'hui, on ne peut plus. Et c'est fortement dommage parce qu'au final, c'était des enfants qui étaient vachement épanouis. Moi, j'en ai connu des enfants qui étaient à l'école à la maison. Il n'y avait pas photo. Déjà, ils avaient une avance, mais tellement importante sur les enfants à l'école du même niveau, du même âge. Une avance incroyable. Et ils étaient, mais vraiment, tu sentais qu'ils étaient épanouis. Bien sûr. Bah, parce qu'on respecte leurs besoins, tout simplement. Exactement, c'était vraiment différent. Et sans même faire l'école à la maison, je pense que c'est aussi une question de système scolaire, comme je t'ai dit. Tu as des écoles, tu vois, on prend beaucoup les écoles dans les pays nordiques, qui sont connues pour être les meilleures, et au final, les enfants réussissent. Et pour retourner sur cette histoire de si tu réussis pas à l'école, tu vas rater ta vie. Ça, c'est fou quand même comment, effectivement, moi je me rappelle dans notre génération, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup. Même, voilà, d'avoir un conseiller d'orientation en fin de collège, mais déjà, enfin, c'est fou d'obliger un enfant de cet âge-là qui n'a même pas son cerveau qui est terminé, donc il peut même pas prendre des décisions rationnelles au final, de lui demander qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie et tout de suite s'orienter. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, de se dire que si tu suis pas le chemin classique, t'es dans l'échec. Ah, mais d'où ça sort, tu vois? D'où ça sort? Franchement, c'est n'importe quoi. T'as les reconversions même après plus tard. T'as, comme on a dit, les métiers manuels. On nous apprend pas ça, on nous apprend pas les métiers manuels quand on est au collège ou quoi que ce soit. Et donc, c'est très problématique. Alors que, comme tu l'as dit, et je pense que c'est la clé, je pense, pour tout enfant et donc après tout adulte, c'est que si chez lui, il a un bon environnement, où il est mis en avant, il est mis en valeur, on reconnaît ses qualités, même si c'est des qualités qui n'ont rien à voir avec l'école, mais qui ont d'autres qualités, d'autres compétences, cultiver ses compétences, effectivement, lui montrer voilà que quoi qu'il arrive, on a confiance en lui et qu'on l'estime, et ben ça c'est les meilleures choses à apporter à un enfant. Effectivement, plutôt que quelqu'un qui va se faire descendre à chaque fois et à l'école et à la maison. Si t'as pas d'estime de toi, après pour te construire dans la vie, c'est compliqué. Sauf que pour réussir dans la vie, je pense que la base c'est justement l'estime de soi et la confiance en soi. C'est clairement ça. Après le reste ça s'apprend. Le reste Exactement. c'est des compétences, ces trucs, ça s'apprend avec le temps. Mais si t'as confiance en toi et que tu t'estimes, tu dis mais je sais que je peux le faire. Je peux le faire. Mais quelqu'un qui a pas confiance en lui, il va dire ah non mais c'est trop pour moi, ça je peux pas et tout. Et du coup il va se bloquer et lui-même se mettre des blocages dans la vie alors qu'il aurait pu. Il aurait très bien pu. Il aurait pas moins de chance qu'une autre personne. Donc t'as complètement raison et c'est vrai que c'est important de rappeler l'importance. Et du coup cette fois, effectivement pour remettre les choses bien en équilibre, c'est que les deux parents ont ce rôle-là. C'est pas juste la maman qui doit avoir toute cette charge supplémentaire, mais effectivement que les deux parents montrent effectivement plus de valeur et tout ça à leur enfant, quand bien même ils ne répondent pas, on va dire, sans trouble ou quoi, mais qu'ils ne répondent pas tout simplement aux critères, aux normes de la société occidentale actuelle en fait. C'est ça. Et tu sais, j'ai consacré un module entier justement dans mon accompagnement de groupe à ça, au fait de valoriser l'enfant, de le mettre en valeur justement, de changer de son regard sur sa singularité, parce que l'école, si tu veux, c'est là où c'est profondément injuste, va pointer exactement tout ce qui va pas chez lui, parce qu'en fait l'école, ce qu'elle attend de lui, c'est exactement ce qu'il peut pas fournir. Alors qu'à côté de ça, il a des compétences extraordinaires, mais qui n'intéressent absolument pas l'école. Tu vois, par exemple, à l'école, on attend de toi, en gros, que tu sois sagement assis, que tu sois soumis, que tu te tais, que tu prends la parole que si on t'autorise à la prendre, etc., etc. Alors que eux, justement, c'est tout le contraire. C'est des enfants extrêmement vivants, on va dire, tu vois, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de s'exprimer, etc. Et donc, on va pointer uniquement ce qui ne va pas. Alors que, par exemple, il y a des études qui ont montré quelles sont les forces des enfants TDAH, et ils ont des forces extraordinaires. Par exemple, tu parlais du fait qu'ils s'ennuient en classe, et du fait que dans certaines matières, justement, que ce soit manuel ou autre, ils peuvent s'éclater. Et bien, exactement, parce qu'en fait, ils ont une sorte de, on pourrait appeler ça un super pouvoir, qu'on appelle l'hyperfocus. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils sont intéressés par un truc, mais ils ont cette capacité à tout oublier. Le temps ne compte plus et plus rien n'existe. Et moi, j'ai été diagnostiquée TDAH cette année. J'ai enfin compris ce délire où, à un moment donné, il y a certaines choses que j'ai fait où je suis tellement dedans.
que plus rien n'existe. Alors, tu sais, sur le coup, tu t'en rends pas compte, mais tu t'en rends compte, c'est quand tu termines l'activité. C'est que d'un seul coup, tu reviens, tu as l'impression de revenir sur Terre, et tu dis, ah, mais au fait, ils sont où les autres? Et tu sais, par exemple, tu es avec des gens, puis tu es parti dans un autre truc, tu es sur ton téléphone ou sur autre chose, et quand tu reviens, tu sais plus ce qui s'est passé entre le moment où tu as laissé la situation, on va dire, normale, et le moment où tu t'es rentré dans cet hyper-focus-là, tu vois. Et ça, alors ça te donne une force extraordinaire parce que les enfants, quand ils sont hyper focus dans un domaine, ils deviennent excellents dans leur domaine. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pas des enfants qui vont être médiocres dans ce domaine-là, tu vois. Ils vont exceller au-delà de ce qui est attendu. Et moi, par exemple, je l'ai vu avec mon fils. Tu vois, avec mon fils, on me disait toujours que il s'en sortira pas, qu'il n'était pas suffisamment autonome, etc., etc. Tu vois, à 19 ans, il a trouvé son CDI, dans la foulée, il a passé son permis et il a pris son appart. Pour quelqu'un qui n'était pas autonome, je trouve qu'il s'est quand même plutôt bien démerdé. Moi, j'aimerais bien les retrouver, ces gens-là. C'est ça qui est dommage, c'est ça qui est frustrant, c'est que tu as envie de retourner voir ces gens, tu sais, qui t'ont mis des jugements comme ça, qui t'ont mis des sanctions définitives, tu vois, des condamnations définitives comme ça, et qui finalement se sont avérées, mais totalement faux. Et donc, mon fils, il a trouvé enfin ce qu'il voulait, enfin, ce qui le faisait kiffer. Il travaille dans la sécurité et il adore ça. Et parce que du coup, il y a un de ses talents qui s'est révélé, moi que j'avais quand même observé, mais je n'avais pas vu que c'était à ce point-là. C'est maintenant qu'il est dans son job, c'est le plus jeune de son équipe et c'est lui qui a les meilleurs résultats. Parce que justement, il kiffe tellement ce qu'il fait, il a un talent d'observateur qui est hors norme. À aucun moment, un prof ne l'a vu. D'accord? On passe quand même, je sais pas, il a été jusqu'au lycée, 16-17 ans à l'école. Comment se fait-il que personne n'a su qu'il avait ce talent-là, tu vois? C'est quand même extraordinaire. Tu te rends compte la pauvreté, finalement, de la capacité d'observation tu vois, du système, quoi. À part les compétences logico-mathématiques et linguistiques, tout le reste ne l'intéresse pas. Et pourtant, je veux dire, ce sont justement ces autres qualités-là que tu vas avoir, que tu vas utiliser dans ta vie de tous les jours, tu vois. Et ce sont des enfants hyper intelligents, hyper malins, hyper drôles aussi, hyper original. C'est vraiment des enfants que tu vas retrouver vraiment dans des domaines artistiques, ou alors des sportifs de haut niveau, dans le cinéma, enfin, tu vois, des domaines un peu, justement, exceptionnels, entre guillemets. Tu vois, mais comme l'école est quand même surtout là pour fournir de la main-d'œuvre, tu parlais du conseiller orientation qui te demande à 13 ans ce que tu veux faire. Attends, Ouais. mais quelle escroquerie ce truc. Tu te connais même pas. Comment tu peux faire un choix de savoir ce que tu vas faire de ta vie à un moment où tu n'as même pas fait connaissance encore avec toi-même? Tu vois l'aberration un peu du système. C'est là que tu comprends que ça sert juste, voilà, à placer des gens au bon endroit, là où le système en a besoin, en fait, tout simplement. Ça sert pas à ce que les gens soient épanouis. Donc quand tu comprends ça et que tu as cette analyse structurelle, bah, tu te dis, bah, en fait, le bonheur de mon enfant, il dépend de moi surtout. Et ça change complètement le paradigme, tu vois. Ouais, bah ça, je te rejoins complètement et c'est vrai que, on va dire, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. On met des noms sur pas mal de, voilà, de fonctionnements. Et là où avant, il y avait un vrai... alors, encore aujourd'hui, hein, ça peut être long à diagnostiquer ou à comprendre, mais aujourd'hui, on a les mots, on connaît le fonctionnement, et ça permet d'éviter de tomber dans ce piège de forcer quelqu'un qui... Bah, typiquement, voilà, c'est un carré, on le force à rentrer dans un rond, bah, il rentrera jamais et ça va lui faire plus de mal qu'autre chose. Et ça, donc, ça comprend tous les... que ce soit neuroatypiques, voilà, les troubles cognitifs, tout ça. Enfin, je trouve que c'est vachement épuisant pour un enfant de se forcer à être en gros ce qu'il n'est pas, quoi, tout simplement, et de s'adapter à un monde. C'est ça. Tu dois t'adapter à un monde qui, bah, voilà, t'as plus de 90% de la population qui ne fonctionne pas comme toi, et donc tu dois t'adapter à ce monde-là qui est fait pour eux. Et donc tous les autres voilà, qui ont cette différence, forcément, c'est beaucoup plus complexe et clairement, ça rajoute une charge au quotidien parce que j'imagine qu'après l'école, ça doit être encore plus dur, tu vois, de devoir faire comprendre, enfin, toutes ces choses-là, de devoir les mettre en place une routine qui fonctionne pour l'enfant et tout. Ça va faire beaucoup, beaucoup de travail supplémentaire pour revenir à cette histoire de burn-out maternel. Mais je pense qu'elles n'ont pas eu l'énergie nécessaire pour aller chercher les solutions autres, en fait. Et d'où l'importance, effectivement, dès le début. Et comme on dit à chaque fois, on priorise toujours les enfants. Mais moi, je rappelle toujours que c'est déjà les mamans, parce que c'est elles qui vont pouvoir après, justement, s'occuper correctement des enfants, passer du temps avec les enfants. Sauf que la maman, si elle est épuisée ou quoi, bah, en fait, elle va faire au plus simple pour elle. Et ce qui ne sera pas nécessairement peut-être des fois les meilleures solutions pour leurs enfants, mais elles font du mieux qu'elles peuvent.
Et donc, du coup, on se retrouve avec une situation qui, effectivement, si depuis le début, les mamans sont soutenues et qu'on évite justement ce burn-out maternel, on pourra justement avoir des mamans qui vont avoir beaucoup plus d'énergie et qui vont pouvoir donc s'occuper d'elles et mieux s'occuper du coup, enfin mieux, j'entends, faut pas le prendre mal ce que je dis, mais dans le sens, elles vont pouvoir faire encore plus que ce qu'elles ont fait avec le fait d'avoir peu d'énergie. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est important dans cette histoire de burn-out maternel et d'autant plus quand l'enfant va justement être un petit peu plus compliqué à comprendre, etc. au début. Selon toi, en tout cas, parce que j'imagine que ça doit être différent pour un burn-out conventionnel, pas forcément maternel, mais quelles vont être les causes? Parce que voilà, on est naturaux et pour savoir comment gérer quelque chose, il faut déjà éviter au plus possible les causes. Donc du coup, par prévention, donc quelles vont être les causes principales du burn-out maternel? La principale cause, en fait, et comme tu le sais, le burn-out, c'est un stress qui ne s'arrête jamais, tu vois, c'est ce stress continu, d'accord? C'est ce poids des responsabilités qu'on assume souvent seul. Des fois, il y a souvent des conflits dans le couple aussi. Et il y a aussi le problème aussi des femmes, c'est le perfectionnisme. Vouloir tout contrôler, vouloir tout gérer, ne pas vouloir déléguer, penser qu'on est des superwoman et qu'on est capable de tout gérer sur toutes les sphères, tu vois. Ça, c'est beaucoup quelque chose qui revient, tu vois. Euh, et ce qui fait que, à vouloir être partout, ben, on est nulle part au bout d'un moment. Et dans cette quête, en fait, de vouloir bien faire, parce que tout part d'une bonne idée, c'est je veux le meilleur pour ma famille, et finalement, en voulant faire le meilleur, je vais m'autodétruire. Parce que c'est de l'autodestruction, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, elle ne répond plus du tout à ses besoins personnels, elle passe son temps à répondre aux besoins des autres, et justement, bah, quand tu n'as plus toi-même les ressources, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, en fait, tout simplement. C'est que pour donner du temps de qualité à quelqu'un, que ce soit tes enfants, ton conjoint, n'importe qui, la principale chose d'abord, c'est de te donner du temps de qualité à toi-même. Parce que tu es un être humain et que tu as besoin de ressourcer, tu as besoin de temps de calme, tu as besoin de temps de répit, tu as besoin de temps où tu ne fais rien. D'accord? Ce sont des femmes qui sont tout le temps dans le faire, 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 faire. Quand elles te décrivent leur journée, c'est je passe d'une action à l'autre du matin jusqu'au coucher. Et en fait, c'est quand que tu es juste du verbe être? Quand est-ce que tu reviens à ton être? Et en fait, c'est ça, c'est que tu vois que ce côté injonction sociétale, tu vois, de productivité, il nous affecte jusque dans notre vie privée. Et donc, elle ne s'autorise pas. Et je me souviens même d'une anecdote où une femme que j'avais accompagnée, à qui j'avais dit repose-toi. Et à un moment donné, on avait planifié sa sieste, je me souviens très bien. Et la première fois où elle a voulu le faire, elle me dit j'ai commencé à baisser le store, tu sais, pour me mettre de l'ombre dans la chambre, etc., à m'endormir. Et elle me dit quoi? Elle me dit mon mari qui était au travail est rentré plus tôt. Il est rentré, il a ouvert la chambre, la porte de la chambre, et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais à dormir à cette heure-là? Elle me dit c'est dingue, c'est la première fois que je faisais une sieste. Et il a trouvé le moyen, tu sais, de me faire sentir coupable de l'avoir fait. Alors qu'elle a quand même quatre enfants, quand même, hein, tous d'âge rapproché. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire ce truc-là, de se sentir pas autorisé, en fait, à répondre à ses besoins, en fait. Je suis fatiguée, je suis pas une machine, donc j'ai le droit de me reposer. Et donc ça, c'est de s'autoriser à être un être humain, en fait, tout simplement. Tout revient au bien-être de la maman, parce que c'est la base. Tu pourras pas, la charge elle est énorme. Tu pourras pas si tu prends pas soin de toi. Et c'est pour ça que je répète tout le temps aux mamans que le bien-être de ton enfant, il est attaché à ton bien-être à toi. Ah bah oui, ils ressentent tout. Et en fait, j'imagine, après, dis-moi s'il y a d'autres choses, mais pour prévenir justement ce burn-out maternel, je pense que déjà, peut-être une des clés, c'est d'apprendre ou d'accepter de se faire aider et de déléguer quand c'est possible. J'imagine, en tout cas, parce que je pense que c'est la base quand tu as toute la responsabilité sur ton dos, bah, de partager cette responsabilité-là et d'utiliser ce temps de gagner pour toi, pour te reposer, prendre soin de toi. Donc voilà, je sais pas si tu as d'autres conseils justement pour prévenir comme ça le burn-out maternel. Oui, ce serait ça. Déjà, c'est de prendre conscience de ce qu'on vient de dire. Parce que déjà, quand on a conscience, c'est déjà très important. Tu vois, il y a beaucoup de mamans qui me l'ont dit dans mon coaching de groupe, tu vois, qui m'ont dit ah, Sabrina, on n'avait pas mesuré à quel point on était épuisés et à quel point, justement, ça ne nous permettait pas d'agir correctement avec nos enfants. Donc, déjà, c'est d'en prendre conscience. Une fois que tu as conscience que ton bien-être, c'est la priorité, et bien après, l'idée, c'est de prioriser ce bien-être, c'est-à-dire de le planifier avant ta to-do list. Normalement, notre vie, on devrait l'organiser autour de notre bien-être et pas le contraire. D'accord? Parce que c'est nous, humains, qui sommes fragiles, tu vois. Donc, c'est nous qui devons... C'est le reste qui doit s'adapter à nous et pas le contraire. Et nous, on fait le contraire.
C'est le vivant qui s'adapte au système. Bah non, en fait, c'est le système qui doit s'adapter au vivant. Donc c'est ça. Et moi, je leur apprends à faire ça, tu vois. On fait tout un travail, etc. Et du coup, petit à petit, elles commencent à planifier leur bien-être. Voilà, là, je me réserve un créneau, je m'accorde, je vais prendre l'air, je vais marcher 30 minutes, ou je fais ma séance de yoga, ou bien je lis si j'aime lire. Quelque chose qui te fait du bien, en fait. Et tu te rends compte au bout d'un moment que quand tu parles avec elles, elles se sont tellement déconnectées de toute notion de plaisir, elles se sont vraiment devenues des machines que quand tu leur dis, voilà, si tu pouvais, là, si on te donne une journée, on te prend tes enfants, etc., qu'est-ce que tu aimerais faire en fait? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Elles n'arrivent pas à savoir. Parce que ça fait tellement longtemps qu'elles ne se sont pas posé la question qu'elles savent même plus ce qui leur fait du bien. Donc il y a tout un travail de se reconnecter à ses sens, de se reconnecter à ses envies. Oui, en fait, j'étais un être humain avant d'avoir mes enfants, je suis toujours un être humain et j'ai des besoins. Il faut que j'y réponde. Et la prévention, alors ça c'est ça c'est mon côté un peu cash, mais les filles, s'il vous plaît, qui nous écoutez, choisissez bien votre conjoint, s'il vous plaît. Parce qu'un gars qui vous aide déjà pas quand vous êtes juste à deux, il vous aidera pas plus quand vous serez 3, 4 ou 5. Hein. Donc ça, je le dis tout le temps aux jeunes filles quand je les ai, je leur dis par pitié, il y a des critères qui sont quand même essentiels pour vivre à deux pendant longtemps quand même. Et le fait d'avoir un conjoint qui sera un coéquipier, c'est quand même une clé fondamentale. Et ça, je trouve que la prévention, elle commence là en fait, elle commence déjà dans le choix du conjoint. Et si je remonte encore plus loin, je te dirais que moi, en tant que maman de 2 garçons, tu vois, qui ont 18 et 20 ans, ça commence aussi déjà par l'éducation des garçons. En tout cas, moi, j'ai bon espoir que les choses changent dans les futures générations. Parce que je trouve déjà que... Bon, après, il y aura toujours des exceptions, c'est sûr. Mais je sais pas, toi, ce que t'en penses, mais justement, je trouve que la génération, là, autour de l'âge de tes fils, tu vois, et notamment, ouais, dans la vingtaine, j'ai l'impression, après, c'est peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a plus ce côté du respect de la femme, de vraiment cette question d'équité et tout. Plus que à ma génération, ou je sais pas, toi, d'être quelle génération, il y aura toujours ceux qui vont avoir des mauvais comportements, ça je pense que ça n'arrêtera jamais. Mais en tout cas, on va dire la plupart du temps, il y aura la maman qui va éduquer. Elle va petit à petit justement aller vers cette éducation qui est plus respectueuse. Et effectivement, ça pourra aider les futures femmes. Je l'espère en tout cas. J'espère fortement. Mais ouais, les choses bougent un petit peu. Il faut que nous, les femmes, on l'exige en tout cas. Ça devrait même plus être une option. Et c'est logique en fait. Un couple, c'est ça en fait. C'est une équipe. C'est une équipe, c'est pas de la colocation en fait. C'est pas de la colocation. La colocation, c'est différent. C'est chacun fait sa vie dans l'appart. Un couple, c'est différent. On partage les difficultés et les bons moments aussi. Mais voilà, il faut aussi que tout le monde réponde présent. Mais ça passe aussi par ça. Plus justement, les couples iront bien et plus les enfants aussi grandiront mieux aussi, tu vois, par rapport à ça. Parce qu'un enfant fera pas ce que tu lui diras, il fera ce qu'il a vu. Hein. Donc il y a ça aussi, c'est important, c'est que nos enfants nous modélisent. D'où on en revient à la question du choix du conjoint dès le départ. Ouais, clairement, oui, c'est sûr que il faut bien choisir, ça c'est un fait, il faut savoir dans quoi on s'embarque et du coup, il faut après même voilà de demander de l'aide, savoir s'entourer parce qu'après voilà, tu as toujours des personnes avec des situations particulières où il y a pas la famille, il y a pas des fois comme je t'ai dit, il y a pas le conjoint ou quoi donc conjointe et du coup, c'est assez compliqué. Mais de pas hésiter ouais quand même à demander de l'aide même si c'est à une amie, même si c'est voilà un frère, une sœur ou quoi. Mais parce que souvent, en tout cas moi c'est la vision que j'ai, c'est souvent à partir du moment, enfin c'est pas la vision que j'ai, c'est la vision qu'on nous donne dans la société, quand tu vas demander de l'aide, t'es quelqu'un de faible qui a échoué. C'est-à-dire que tu as échoué et donc du coup, c'est pour ça que tu demandes de l'aide. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui, quand elles en peuvent plus, au lieu de demander de l'aide, en fait, elles subissent parce que on leur a vraiment mis dans la tête que si elles demandent de l'aide et qu'elles n'arrivent pas là où d'autres mamans réussissent, par exemple, il y a toujours ce côté de comparaison, ça veut dire qu'elles ont échoué. Et donc c'est dur, je pense, à accepter, parce que si tu te mets ça en tête, bah ouais, c'est dur à accepter, alors qu'en fait, pas du tout. Il suffit que, voilà, tu te prennes, je sais pas, 2 heures, tu le laisses, je sais pas, quelqu'un en qui t'as confiance, bien entendu, mais que tu laisses 2 heures le temps de soit aller faire une sieste, soit aller souffler dehors, voilà, loin de tout ça et tout, de recharger un petit peu, d'être juste toi en tant que personne et pas en tant que maman. Je pense que ça peut faire beaucoup la différence et moi clairement dans les retours que je peux voir et tout ça dans mon entourage, c'est vraiment les personnes qui peuvent déléguer le plus ou qui sont le plus voilà soutenues, aidées et tout ça,
qui vont mieux vivre la maternité que celles qui ont tout, tout à gérer, ou forcément, au bout d'un moment, elles pètent des plombs. Et soit c'est burn-out maternel, soit c'est dans tous les cas, elles en peuvent plus, quoi. Donc à la maison, ça crie et tout, parce que ça y est, t'es tombé dans un état de... Tout le monde est énervé. Donc forcément, tout le monde est fatigué, tout le monde est énervé. Et donc c'est compliqué. Oui, Mais c'est ça. Mais c'est vrai, d'aller chercher de l'aide, c'est hyper important. Et c'est vrai que euh, il faut pas oublier que, contrairement au burn-out professionnel, le burn-out maternel, tu peux pas t'échapper de chez toi, en fait. C'est que tu es condamné à rester là, quoi, malgré tout. Et quand tu fais un burn-out, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour remonter la pente. C'est très, très long. Donc, il vaut mieux éviter d'en arriver là. Parce que c'est pas en 3 semaines qu'on guérit d'un burn-out, hein. Il faut vraiment du temps avant que le corps récupère tout ce qu'il a besoin de récupérer, au niveau hormonal, à tous les niveaux. Donc, vraiment, ça vaut le coup de mettre son ego de côté et d'aller chercher de l'aide, effectivement, plutôt que d'arriver dans une situation chaotique comme celle-ci, où de toute façon, au bout d'un moment, tu n'auras pas le choix que de demander de l'aide. ouais, et d'assumer, en fait, parce que pour moi, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif C'est ça. que de demander de l'aide, ou comme un truc tout bête, mais tu sais, quand quelque chose tu le sais pas, bah tu vas poser la question, et là ils vont se sentir bêtes de poser la question, mais jamais de la vie. On est des êtres humains, on n'est pas parfait, et donc voilà, c'est tout à fait normal, et d'autant plus c'est chez les nouveaux parents qui n'ont pas du tout cette voilà, pour qui c'est la première fois qu'ils découvrent. Enfin, pour moi, ça devrait être quelque chose, on devrait à chaque fois le dire, même normal dans les maternités. Faites-vous aider, n'hésitez pas, machin. Mais vraiment, c'est d'arrêter de faire croire que c'est un échec à partir du moment où tu te fais aider, quoi. C'est ça. Donc, ouais, clairement, pour moi, c'est super important. Et justement, est-ce que tu as des conseils que les auditrices peuvent mettre en place là, dès maintenant, facilement applicables en tout cas, pour vivre au mieux leur maternité? Moi, je leur dirais d'être bienveillante envers elles-mêmes, d'arrêter d'avoir des exigences démesurées et de remettre de la légèreté aussi dans sa vie. La maternité, ok, c'est des responsabilités, mais c'est pas que ça. C'est ça aussi, c'est que souvent elles oublient à partir de moi, je suis maman, ça y est, maintenant. Non, c'est bon, t'es maman, mais t'es un être humain en fait. Donc remets de la légèreté dans ta vie, reprends du bon temps aussi, que ce soit avec tes amis, ce que tu as envie de faire, ce que tu faisais avant, tu vois. Même quand on a des enfants aussi, autorisez-vous en fait à redevenir des enfants avec vos enfants aussi, tu vois. J'ai beaucoup de mamans, tu sais, qui veulent plus sortir de ce rôle de, c'est je suis l'autorité, etc. Non, faut sortir de ce schéma-là en fait. Ouais. Quand il pleut, sors avec tes gamins, va sauter dans la boue avec tes gamins, éclate-toi, prends ton imperméable et tes bottes et amuse-toi en fait. Avoir des enfants, c'est une occasion inespérée de pouvoir permettre à l'enfant qui est en nous de s'exprimer à nouveau. Faut pas se priver de ce bonheur-là en fait. Et c'est ça en fait, c'est de remettre un peu de légèreté dans tout ça. Et on s'en fout si le ménage il est pas fait à fond, on s'en fout si ça brille pas dans la vaisselle, voilà, si les vêtements sont pas toujours bien pliés, on n'en a rien à faire. Remettez du sens en fait, c'est ça. Remettez du sens, privilégiez le qualitatif, arrêtez de vous occuper des détails superflus qui vous gâchent la vie. Tu vois, c'est ça. C'est est-ce que en fait, tu sais, je dis toujours que la qualité de notre vie, elle est à l'image des questions qu'on s'est posées. Et donc la question, quand tu sens que tu es fatigué, etc., ou quand tu vas être maman, la question c'est, en fait, pourquoi je veux un enfant et quel modèle de famille je veux construire et quel sens ça a pour moi, quelle valeur je veux au sein de cette famille. Et ça, juste de se poser 10 minutes, tu vois, sur ce sujet-là et se dire, attends, c'est vrai, c'est quoi que j'ai envie en fait. Est-ce que c'est comme ça que j'avais conçu au départ l'idée que je me projetais, tu vois, dans une vie de famille? Ben, si c'est pas le cas, à toi de retirer tu vois, le superflu et de revenir à l'essentiel en fait. L'essentiel, c'est ce qui ne s'achète pas. D'accord. Et ce qui ne s'achète pas, c'est les relations et c'est les liens de famille. C'est vraiment ce qui est le plus important. Et il n'y a rien qui peut les remplacer. Que c'est pas le boulot qui est important. Parce que tu quittes ton boulot, tu reprends un boulot. C'est pas l'argent qui est important parce que l'argent, ça rend de sa part. Par contre, tes proches, ta famille, tes enfants, tes liens du sang, c'est ça qui a le plus de valeur en réalité parce que ça, tu peux pas le remplacer. Donc vraiment, ne jamais oublier ça, que c'est très précieux, hein, qu'il y a même des gens qui essayent d'avoir des enfants qu'on n'ont pas. Donc qu'est-ce que ces personnes-là aient la valeur aussi d'avoir aussi des enfants, tu vois, et qui vont grandir, que tu vas pouvoir voilà, éduquer dans l'amour, dans la bienveillance et construire finalement des citoyens bien dans leur tête pour demain, tu vois, parce que le monde a besoin de lumière. Quand tu vois le monde comme il part en cacahuète, il a besoin de gens qui sont lumineux. C'est nous qui pouvons construire ça dans nos foyers. Mais ça doit partir de nous, parce que sinon on n'a pas de lumière, on ne peut pas transmettre la lumière qu'on n'a pas nous-mêmes. Ouais, bah franchement, c'est très bien dit. Franchement, je pourrais pas dire mieux que ça. Et pour terminer, est-ce que tu as un conseil ou une phrase ou n'importe quelque chose que tu aimerais vraiment partager aux personnes là qui nous écoutent aujourd'hui? Moi je dis souvent, soyez l'artisan de votre bien-être.
on a chacun en fait, on est chacun un artisan. Et c'est à nous de le construire, ce bien-être. Le bien-être, c'est pas celui que la société a défini, c'est celui que nous, on prend la liberté en fait de construire. Et ça, c'est hyper important de reprendre son pouvoir personnel là-dessus. Que tu sois maman ou pas, ton bien-être, il se construit quel que soit le contexte, quel que soit tout ce qui peut se passer autour de toi. Tu as toujours le pouvoir de décider à ton échelle. Tu ne peux pas changer la marche d'un pays, par contre, tu peux changer l'échelle de ta vie à toi. Et c'est ça qui est important. Prenez soin de vous, soyez l'artisan de votre bien-être. Voilà, c'est exactement la même comparaison qu'on pourrait faire, tu sais, entre l'industrie agroalimentaire et le petit artisan à côté qui fait ses, je sais pas moi, son huile d'olive locale, ses petites confitures locales et tout. Tu vois très bien que entre ces deux, il y a un monde. Ben, c'est la même chose. C'est ça, c'est faites votre petit pot de confiture à vous et elle aura un goût délicieux et tout le monde en profitera. Ouais, bah c'est très bien dit, c'est très 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 beau. Une belle note de fin. Merci beaucoup en tout cas pour tout Merci. ça. Justement, parce que tu nous parles de ton accompagnement, mais est-ce que tu peux nous dire justement où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc voilà, ton Instagram, ton site internet, je mettrai tout ça en lien dans la description de toute façon. Mais voilà déjà où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors moi, je suis particulièrement active effectivement sur Instagram. C'est un peu mon réseau social de prédilection, on va dire. Donc sur Instagram, je suis très active, on peut me contacter en privé. Sinon sur Google aussi, quand tu tapes Sab Heart, tu me trouves aussi et tu peux me contacter aussi par le biais de mon numéro de téléphone. Donc je ne l'ai pas dit, mais pour les mamans aussi qui le souhaitent, j'ai écrit un livre numérique que j'ai dédié à l'enfant TDAH avec tous les outils de la naturopathie pour les enfants qui ont ce trouble-là, parce que ça n'existait pas. J'ai été dans le commerce et j'ai trouvé aucun livre qui était spécifique justement à tout ce qui est hygiène de vie, comment on peut améliorer le trouble de l'enfant. Donc ça, c'est sur mon site internet, sabheart.com. Et puis j'ai un accompagnement de groupe, donc où j'accompagne un groupe de 20 mamans pendant plusieurs mois. On va travailler vraiment sur tous les aspects, à la fois le bien-être de la maman, le bien-être de l'enfant, avec tous les aspects de l'hygiène de vie. Et puis le côté relation éducative, comment améliorer les deux, enfin, tu vois, la relation en fait que tu construis avec ton enfant, parce qu'elle ne se construit pas de la même manière qu'un enfant lambda, on va dire. Et vraiment, c'est hyper intéressant quand tu as toutes ces clés-là mises ensemble. Vraiment, moi, je vois les femmes de mon groupe, elles se sentent revivre parce que déjà, elles sont soutenues. On a un groupe WhatsApp où je suis hyper présente. On a une séance de coaching tous les 15 jours avec un module qui est délivré tous les 15 jours. On a fait aussi un live dédié au papa. J'ai toute une équipe aussi puisque j'ai fait intervenir une coach sportive. On a fait une séance de sport avec les mamans en ligne. J'ai une experte en parentalité, Marie, qui est intervenue, c'était passionnant sur justement les rapports dans la fratrie, tu vois, comment tu fais quand au sein d'une fratrie, tu as un enfant qui est différent, parce que ça aussi, c'est toute une gestion, tu vois. Et tu as aussi Tamar qui est une enseignante extraordinaire, une femme passionnée, qui a eu beaucoup d'enfants TDAH dans ses classes, et donc qui nous a partagé tous ses conseils pour comment apaiser le moment des devoirs, tu vois, et sortir justement du conflit. Donc c'était vraiment passionnant, il y a toute une équipe, et puis là on va se rencontrer pour mon événement présentiel. Donc vraiment j'ai essayé de construire le programme que j'aurais rêvé d'avoir, quoi. Vraiment, les gens se rendent pas compte, mais quand moi j'avais rien à mon époque, et quand je vois ce que j'ai réussi là à mettre en place, je suis tellement heureuse pour ces mamans-là, parce que vraiment c'est une famille qu'on a créée, tu vois, et elles ne se sentent plus différentes, celle qui est pointée du doigt, mais elles savent maintenant comment agir, tu vois, sur tous les plans, toutes les sphères de la vie de leur enfant et la leur, et donc ça n'a pas de prix. Donc la prochaine session, normalement c'est septembre, là je suis en train de clôturer la session, la première session, et la prochaine session ça démarrera en septembre. Franchement c'est génial, et c'est souvent comme ça, quand il manquait quelque chose, qu'on crée ce qu'on aurait voulu avoir. Moi, c'est pareil pour mes programmes. Et franchement, je trouve que c'est toujours bien d'utiliser son histoire et ses difficultés aussi pour en faire quelque chose de positif qui va aider du monde. Donc, c'est ce que tu as fait parfaitement. Donc, encore bravo, encore merci pour ton intervention, pour tous tes conseils, pour toute ta sagesse. Et voilà, franchement, je te souhaite beaucoup de réussite là-dedans. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Do